L'ECO, c'est le nom de la monnaie unique de la CEDEAO attendue en principe depuis 1983. Le 2 juillet dernier, à Abuja, les chefs d'État de l'espace communautaire ont entériné tous les points de convergence et donc on devrait, si les choses se passent bien en 2020, les citoyens devraient donc l'accueillir dans leur porte-monnaie. Tout cela rester un débat d'intellectuels ou en tout cas de spécialistes, mais à quoi les citoyens comme vous et moi devons-nous nous attendre? Quel sera l'impact de cette monnaie sur le développement des pays concernés? Ce sont là les questions que nous nous posons ce soir à l'émission Controverse avec des experts et des chercheurs. Alors, comme invité, nous avons le professeur Mamadou Diarra. Il est enseignant-chercheur. Avec nous aussi le professeur Idrissa Ouedraogo, lui aussi enseignant-chercheur. Avec nous le docteur Ousseini Ili, il est enseignant-chercheur. Et puis avec nous aussi monsieur Ousmane Traoré, il est responsable d'entreprise et puis responsable donc d'une, on va dire, entreprise d'incubateur. Je vais y arriver. Alors, bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pardon. Il est possible de participer à cette émission. Nous appelons 25 40 79 03. Et il faut dire que ce soir, on avait aimé avoir le ministère de l'économie qui dirige la partie négociation au sein de la CEDEAO avec nous. Malheureusement, ils nous ont fait faux bond. Alors que nous pensons humblement que lorsque vous avez la responsabilité de décider pour des millions d'habitants, il faut aussi avoir le devoir de leur expliquer ce qui se passe. Malheureusement, ils n'ont pas répondu à notre invitation. Et donc, ce soir, l'émission sera beaucoup plus une émission de décryptage et non une émission de débat parce qu'on avait voulu confronter les idées sur cette question de nouvelle monnaie. Nous n'avons que des experts avec nous, donc nous allons passer au décryptage. La monnaie, l'ECO donc, en 2020. Je commence par vous, professeur Diarra. Quand on parle d'ECO, à quoi le citoyen doit-il s'attendre? Moi, citoyen lambda, à partir du 1er janvier 2020, si c'est la date qui est retenue, on me dit, aujourd'hui, vous devez dépenser l'ECO. On passe du CFA à l'ECO. Qu'est-ce qui doit changer chez moi? Merci, Simon. Nous avons invité donc à parler d'un sujet d'actualité, et surtout d'un aspect assez important donc, de la vie économique, c'est-à-dire la monnaie. Alors, évidemment, le débat, c'est beaucoup plus... c'est normal, les gens veulent comprendre, mais comme vous l'avez dit, quand nous allons passer donc du franc CFA, qui est la monnaie depuis donc, les années 60, à l'ECO, fondamentalement, qu'est-ce qui va changer sur le bien-être du citoyen lambda? Je veux dire que, a priori, en tant qu'unité de compte, il n'y aura pas d'incidence majeure. L'incidence pourrait advenir dès lors que il va falloir passer donc du franc CFA donc à l'ECO. Le rapport de change qu'il faudra établir, c'est ça peut-être qui peut soit amener à une surévaluation donc, du franc CFA par rapport à la monnaie qui sera créée, ou alors à une sous-évaluation. Donc si c'est une sous-évaluation, cela sous-entend comme une dévaluation, et cela pourra avoir peut-être des effets, mais des effets marginaux. Donc, si en tout cas les rapports entre le franc CFA et puis l'ECO sont bien négociés, si le rapport est bien négocié, il n'y aura pas d'incidence majeure. Donc la monnaie en tant qu'unité de compte, ça ne va pas changer grand chose. Voilà. Professeur Idrissa Ouedraogo. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Mais il faut dire que du fait que effectivement, ils nous ont en fait ce qui a été dit, ce qui a été retenu lors de la dernière réunion, c'est dit qu'en fait on va avoir une monnaie dont la parité sera flexible et que effectivement on va le taux de change sera évalué en fonction d'un panier de monnaie
Et là, effectivement, on ne sait pas pour l'instant, en réalité, dans quel sens ça va aller. Et là, ça poserait un problème majeur. Et ça dépendrait effectivement du sens dans lequel ça va aller. Si effectivement, le panier qui sera retenu, a priori, fait que notre monnaie actuelle, le franc CFA, est relativement surévalué, ça peut effectivement donner, en fait, on pourrait en ce moment-là voir quels seraient les impacts éventuels. Mais pour l'instant, il est un peu difficile de pouvoir le dire. Bon. En cas de surévaluation, par exemple. Là, effectivement, bon, tout naturellement, ce qui va se passer, c'est que... Moi, je suis peut-être payé à 100 000 francs le mois. On me parle de surévaluation. Est-ce que du coup, je baisse un revenu et puis par rapport aussi au prix du marché? Est-ce que si le sac de riz coûte 20 000 francs aujourd'hui, le franc est surévalué, est-ce qu'il y aura une répercussion aussi sur le sac de riz? C'est toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui. Ça donnera l'idée, c'est de dire qu'en fait, en ce moment, tu achèteras le sac de riz relativement moins cher, c'est tout naturellement. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans la situation actuelle, j'avoue qu'on ne peut pas a priori le dire. On ne peut pas a priori le dire. Mais en tout état de cause, il faut les monnaies qui sont en vue, je pense que ce sont vraiment les principales monnaies, l'euro, le dollar, le yen, peut-être aussi la monnaie chinoise qui seront dans le fameux panier. La grosse difficulté qu'on pourrait avoir, hein, c'est que, effectivement, actuellement nous avons une monnaie qui est relativement stable, hein, parce qu'on est arrimé à l'euro. Mais là, notre monnaie va fluctuer autant que l'euro fluctuera, puisque en réalité, elle serait... l'euro étant en fait en compétition avec les différentes monnaies, notre monnaie va certainement fluctuer autant que cela. Et là, il y aura la question de la stabilité peut se poser. La question de la stabilité peut se poser, mais il faut aussi reconnaître que ça aussi, c'est ça aussi l'économie. C'est ça aussi l'économie, parce que la force d'une monnaie dépend en fait de la puissance de cette économie et de ce qui est derrière, hein, cette économie. Et je crois qu'en ce moment-là, bon, pour l'instant, a priori, je me dirais que on pourrait penser que, bon, en fait, nous n'aurons pas avoir de conséquences majeures. Docteur Ilé. Oui, pour ajouter, par rapport à ce qui pourrait arriver si d'aventure en 2020, parce que là, il y a un gros si qui est là, puisque en réalité, on ne sait pas si on ira vraiment à l'éco en 2020, puisque on va y arriver. Voilà, on va y arriver. Mais si effectivement on devrait avoir cette nouvelle monnaie, le changement déjà, c'est que on aura une base beaucoup plus large, puisqu'on aura une monnaie commune avec le Nigeria, le Ghana, tous ces pays qui utilisent d'autres monnaies. Et du coup, ça va renforcer notre intégration avec ces pays, puisqu'on aura la même monnaie. Tout de suite, ceux qui font des affaires avec le Nigeria ou le Ghana, voilà, il n'y aura plus d'échanges, donc ils vont tout de suite sentir cela sur le terrain. Mais effectivement, ce que les professeurs ont dit, puisque ce qui a été décidé, en tout cas a priori à Abuja, c'est... D'abord à Abuja, voilà, c'est ça, voilà, c'est une monnaie flottante. Oui. Donc effectivement, si on va vers une monnaie flottante, il faut s'attendre effectivement à ce que la monnaie monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc cela, effectivement, peut entraîner un changement dans nos habitudes. Effectivement, les autres pays étaient déjà habitués à cela. Quand on prend les pays comme le Ghana, le Nigeria, ils étaient déjà habitués à leur monnaie qui monte, qui descend. Mais si effectivement on va vers cette monnaie commune et qu'on adopte le taux d'échange flottant, il est clair que voilà, la monnaie peut monter aujourd'hui, descendre demain. Donc il va falloir effectivement que les citoyens se préparent à vivre cette nouvelle situation. Voilà, comparativement au CFA qui était une monnaie plus ou moins stable, où le taux d'échange est fixe par rapport à l'euro et plus ou moins avec les autres monnaies. Mais là, si on a une monnaie totalement flottante, il est clair qu'on peut aller du jour au lendemain à des montées ou à des descentes. Et ça devait changer un peu les habitudes au niveau des citoyens. Est-ce qu'il y a des inconvénients ou des avantages? Non, comme ils l'ont dit, s'il y a lorsque la monnaie monte, puisque elle montera et elle descendra en fonction de la santé de nos économies, lorsqu'elle monte, ça veut dire que notre pouvoir d'achat vis-à-vis de l'extérieur devient fort. Donc les marchandises importées seront a priori moins chères. Mais lorsqu'elle baisse, effectivement, les marchandises importées, le coût va monter. Donc tout dépendra de la santé des économies de nos pays qui détermineront la montée ou la descente de la monnaie. Et tant que ça monte, on aura des marchandises importées moins chères. Tant que ça baisse, on aura des marchandises
importer beaucoup plus cher. Alors, M. Traoré, vous êtes responsable d'entreprise, vous êtes concerné en tout cas au premier chef. La question, c'est de savoir, vous êtes responsable d'entreprise, est-ce qu'il faut du jour au lendemain commencer à récapitaliser votre capital social ou comment ça se passe? Bon, disons que la nouvelle monnaie qui va être mise en circulation va poser des exigences. Du point de vue du comportement du citoyen, on va désormais avoir des monnaies dont les valeurs vont changer du jour au lendemain. Vous pouvez payer les pains aujourd'hui à 150 francs, demain vous allez les payer à 170, après vous allez les payer à 125. Tout dépend de la santé de l'économie, comme on l'a dit. Maintenant, ce qui est important, il faut que les gens comprennent que nous étions comme des bébés. Les bébés devenaient enfants, il était sur les quatre pattes. Maintenant, le bébé commence à marcher. Ça veut dire quoi, cette image? La maman lâche le bébé pour dire, à partir de maintenant, commence à te débrouiller seul. Nos économies ont été soutenues par le rimage avec le franc français, ensuite l'euro. On arrive aujourd'hui à une époque où les exigences obligent les économies à devenir autonomes, à se supporter elles-mêmes. Comme pendant 60 ans, on a eu des économies malades, et comme la monnaie traduit la santé directe de l'économie, la monnaie étant malade, il faut la changer. En changeant la monnaie, ça veut dire que désormais, nous, en tant qu'entrepreneurs, nous commençons à prendre nos destinées en main. Et que de plus en plus, on ne doit pas importer de marchandises, on doit les fabriquer chez nous, soit en semi-fini, soit en totalement fini. Et qu'on exporte une partie et on prend la grande partie pour satisfaire la demande nationale. Parce que, professeur Diarra, ça va changer aussi les rapports de force comme ça, c'est-à-dire que voilà, on s'est retrouvé dans une situation où on est dans une économie malade et donc on adopte l'éco et systématiquement ça permet aux entreprises de mieux se débrouiller. Non, pas tout à fait, parce que je précise que jusqu'à présent il n'y a rien de clair sur la parité donc, de l'éco par rapport donc, aux grandes monnaies. Et partons sur le principe de la flexibilité. Si, c'est sur le communiqué final que nous avons à partir de la réunion des chefs d'État du 2 juillet. Alors, donc si nous adoptons donc, le principe de la flexibilité, donc avant d'arriver à votre question, c'est-à-dire que ce qu'ils ont exprimé, c'est tout à fait correct. Ça veut dire que si vous êtes en situation donc, de sous-évaluation de votre monnaie, les importations deviennent extrêmement chères. Et donc ça joue naturellement sur le consommateur. Et si vous êtes en situation de surévaluation, en ce moment, ça arrange donc le consommateur. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un effet donc, sur l'inflation interne. Parce que la stabilité qu'on vante au niveau donc, du franc CFA, c'est ça. C'est-à-dire si vous adoptez un régime d'échange fixe, vous êtes à l'abri donc des effets inflationnistes liés donc, à la volatilité donc, de la monnaie. Mais si vous êtes dans un régime d'échange flexible, c'est fort probable que vous n'arrivez pas donc à contrôler donc l'effet inflationniste compte tenu des économies qui sont perverses, je veux dire, extraverties. Okay? Donc, en ce moment, il est très, très important d'avoir une politique monétaire vraiment bien jugée pour pouvoir donc effectivement donc limiter ces effets. Et pour vous, la flexibilité n'est pas la bonne solution? Compte tenu de la santé des économies. Alors, d'abord, la flexibilité, c'est quand vous regardez, je vais répondre sur deux volets. D'un point de vue théorique, la flexibilité donc serait une bonne chose si vous avez une économie forte, vous avez un tissu économique local bien dopé qui vous permet donc d'être très très dépendant donc de vous. Ça, on va aller en français facile. Okay. Pour que tout le monde comprenne, c'est ça l'objectif de cette émission. Quand vous dites inflationniste, voilà, bon, on ne va pas aussi peut-être aller terre à terre, mais avec un niveau quand même qui puisse permettre aux citoyens de Logobou bien de courir et de comprendre. Oui, c'est de dire tout simplement que si vous adoptez donc un régime flexible, et vous dépendez par exemple de l'extérieur en ce qui concerne vos importations. Tout le monde l'a dit ici, une forte flexibilité, une forte volatilité donc du taux d'échange, c'est-à-dire le rapport entre votre monnaie et puis les monnaies des partenaires. Cette volatilité-là peut entraîner donc des volatilités des prix à l'intérieur donc de votre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi en tant que ménage,
je vais me lever donc un bon matin, j'achetais la baguette de pain à 150 francs. Je pars chez le boutiquier, on me dit que c'est passé à 200 francs. Compte tenu d'un certain nombre de facteurs, ça peut exister. Okay? Maintenant, le régime de change fixe effectivement les effets de l'inflation importée à travers donc, ce qu'on appelle le fait de report donc, du taux de change, c'est-à-dire de la fluctuation de la monnaie sur vos prix intérieurs. Ça, c'est vraiment limité. Donc, il y a quelqu'un qui prend le coup. Quelqu'un qui prend le coup, c'est vous, mais de l'autre côté, pas forcément donc, sur les prix intérieurs. Donc ça, c'est très important. Donc je disais qu'officiellement, bon, c'est vraiment le communiqué le dit, mais lorsque vous écoutez certains chefs d'État, il est dit effectivement qu'on peut garder dans une parité fixe. Et puis, ça, c'est pour le départ, parce voilà. Que ça sera graduel. Exactement. Et donc, à l'heure actuelle, en tout cas après le sommet de l'UEMOA, le président ivoirien a dit clairement que si les pays de l'UEMOA devaient lancer l'éco en 2020, ça serait sous le format donc de la parité comme le franc CFA actuellement, et qu'on se retrouverait pratiquement dans cette situation-là, professeur Ouedraogo, dans un changement de nom plutôt que dans un changement de monnaie. Tout à fait, effectivement. Donc, le schéma proposé par le président Ouattara, effectivement, nous ramène exactement comme si c'était vraiment un changement j'allais dire, d'habit, hein, de nom tout simplement. Dans la mesure si effectivement il faut dire qu'on reste, on met le terme éco et que nous restons arrimés à l'euro, en réalité il n'y a pas un changement fondamental par rapport à ce que nous connaissons. Mais il faut reconnaître quand même que c'est une situation relativement confortable pour nos chefs d'État, dans la mesure où effectivement en ce moment on est relativement dans une situation de sécurité par rapport à la question de l'inflation et que, bon, on a une politique monétaire qui n'est pas réellement... disons que nous ne sommes pas aussi contraints, obligés en fait, de regarder d'autres politiques monétaires au jour le jour. Parce que pas les risques, tout simplement. Il n'y a aucun risque majeur, Et puis bon, il faut aussi dire que compte tenu de la structure de nos économies, ça fait que nous sommes fortement dépendants et nous sommes des pays qui, j'allais dire, produisons très peu, comme M. Traoré vient de le dire. Nous produisons très peu, nous exportons très peu de produits finis et nous en importons beaucoup. Et là, effectivement, dans une situation de flexibilité de change, il n'est pas exclu que nous soyons des grands perdants dans le processus. Il n'est pas exclu que nous soyons des grands perdants. Et voilà, je pense que c'est peut-être ça qui fait que nos chefs d'État, en tout cas au niveau de l'UEMOA, soient hésitants. Or, comme je le disais dès l'entame, je crois que c'est ça aussi l'économie, c'est de pouvoir utiliser tous les instruments qu'on a entre les mains et de faire de sorte que son économie soit une économie forte, et que l'on puisse effectivement entrer dans la concurrence avec toutes les économies, avec le reste du monde, quoi. Voilà. Docteur Ili, c'est aussi votre position que on sortirait perdant en sortant de cette situation relativement confortable, on va dire? Non, bon, je ne sais pas si on sera perdant ou gagnant, mais je pense que c'est une bonne chose que l'on quitte effectivement cet arrimage avec la France, qui nous, de mon point de vue, nous déresponsabilise. Le professeur l'a dit tout à l'heure. Effectivement, c'est une situation plus ou moins de confort pour nos dirigeants, puisqu'il y a plus ou moins la France qui est derrière, qui encaisse, qui nous aide à amortir les chocs. Donc, parce que personne ne va manifester du jour au lendemain contre l'augmentation du prix de pain. Voilà. Donc, le fait de décrocher avec la France va nous amener vers beaucoup plus de responsabilités dans la gestion de nos devises, de nos finances. Et justement, quand on regarde, quand on analyse la déclaration du président Ouattara, on sent en réalité qu'il y a encore des frictions au niveau de la CEDEAO par rapport à cette question. Parce que si lui, il dit en France qu'en réalité, il n'y aura pas de changement et que la parité va rester, qu'il n'y aura pas de connexion. Le temps, je précise ce qu'il a dit, il dit que si ce sont les pays de l'UEMOA qui vont lancer l'éco, ça sera sous le format CFA. Mais à partir du moment où les autres pays qui ne sont pas dans l'espace UEMOA vont commencer à rentrer, à ce moment-là, on reviendra sur le communiqué final. Voilà, donc en 2020, il n'y aura pas écho. En 2020, en réalité, il n'y aura pas écho selon ces déclarations. C'est un changement du nom du franc CFA. Puisque si les autres ne sont pas dedans et que c'est seulement les pays de l'UEMOA qui vont
changer leur monnaie, l'appeler ECO et que ça reste toujours arrimé à la France. Et c'est là que ça va poser problème plus tard. Est-ce que vous pensez que le Nigeria ou le Ghana, nous on va commencer et ils viendront sur quelle base? Sur les conditions de qui? Déjà arrêté à Abuja. En réalité, au fond, il n'y a pas véritablement de conditions qui sont arrêtées en dehors des critères de convergence et autres. La flexibilité notamment. Oui, mais la flexibilité, si les autres sont plus confortables, puisque pourquoi ils veulent rester avec la flexibilité, l'arrimage à partir de 2020? C'est parce qu'ils se sentent confortables dans cette zone, dans cette situation. Alors qu'on a vu que dès le départ, l'une des éditions du Nigeria, c'était que les pays du CFA se déconnectent de la France. Donc si eux, ils continuent à prêcher et à défendre cette relation avec la France, il est clair qu'avec les anglo-saxons, ça va poser problème plus tard. Et vous, M. Traoré, vous êtes allé jusqu'à dire qu'en réalité, aujourd'hui, avec ce qu'on connaît en Europe, notamment le Brexit, la France ne serait même plus en mesure dans les années à venir de protéger nos économies, on va dire, comme ça. Disons tout à fait, les FMI a fait une approche, ils ont sorti une note, ils ont regardé, ils ont dit avec la situation actuelle de l'économie européenne et la Grande-Bretagne qui se détache de l'euro et l'Italie qui pose... Mais quelle est la conséquence alors que la Grande-Bretagne a toujours utilisé sa livre sterling? Oui, le problème c'est que la Grande-Bretagne étant dans l'Union européenne, les économies se renforcent et s'unifient. Et c'est ce qui fait la force d'une monnaie. C'est pour ça que nous sommes dans l'Union monétaire ouest-africaine. Et l'Union est réellement la force d'une monnaie. Sans union économique, la monnaie n'est pas bonne. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où le FMI a fait un regard sur la capacité de la France par rapport à ses réserves à supporter ces déficits des Africains. On s'est rendu compte que ça pose problème. Ils ont commencé à avertir. Donc, du même coup, structurellement, les Africains seront obligés de revoir leur agencement économique. Et le fait qu'on va changer la monnaie, on touche à un structurant qui va obliger les acteurs économiques à changer de comportement. Il faut d'abord de l'endogène et que l'exogène peut soutenir. Quand vous n'avez pas de l'endogène, quel que soit ce que vous fassiez, c'est comme l'eau qui verse sur une calebasse qui est de l'eau. C'est pour ça que si vous prenez le PNDS, j'ai bien dit, quoi qu'on dise, ça propose quoi? L'économie endogène, le développement autocentré. Qui a fait l'expérience de développement autocentré? Ils ont réussi. La Chine, développement autocentré. Et quand on prend aujourd'hui le Maroc dispose de sa propre monnaie. Et à partir de la monnaie, le Maroc est partout en Afrique et ils font de grands investissements. Ils sont dans nos grandes entreprises aujourd'hui. C'est grâce à la force des monnaies. Et si nous acceptons rentrer dans l'éco, là où je suis d'accord avec les chefs d'État, allons progressivement, parce que c'est un environnement nouveau. Mais là où je ne suis pas trop d'accord, quand les gens disent on n'y va pas, c'est que, c'est comme je dis, vous commencez à marcher, la maman vous lâche, débrouillez-vous. Et nous sommes dans un monde où les échanges sont sans pitié. C'est-à-dire, c'est des affaires pures et dures. Pour faire en sorte que nos économies commencent à être des économies stables et des économies qui deviennent des économies fortes. Mécaniquement, la monnaie est forte ou la monnaie est stable. Il faut que nos balances commerciales ou nos balances de paiement cessent d'être structurellement déficitaires. Nous achetons beaucoup dehors, nous laissons beaucoup d'argent dehors et nous vendons très peu. Ce qui fait que c'est structurellement déséquilibré. Donc aujourd'hui, c'est comme si nous vivons au-dessus de nos moyens. Et cette réalité ne nous est pas dit. Si nous payons le pain à 150 francs, je vous dis, votre argent vous permet de payer peut-être le pain à 75 francs. Les autres 75 francs, c'est la France qui supporte. C'est ça la réalité. Il faut l'expliquer aux gens. Alors qu'on nous dit, arrêtez de mettre 75 francs, montez à 100 francs, ensuite montez à 125 francs. On ne suit pas parce que ça devient beaucoup plus compliqué. Mais on va évoluer parce qu'on a déjà consommé 30 minutes dans cette émission. Venons sur les critères de convergence, justement, parce que à Abuja, ça a été aussi édicté. Critères de convergence, il faut une création des réserves d'échange, ce qui pouvait se retrouver en France.
d'au moins 3 mois d'importation, déficit budgétaire qui ne doit pas dépasser 3% du PIB, et puis l'inflation qui ne doit pas dépasser 10%, et il semblerait aucun pays ne respecte en tout cas l'intégralité de ces critères de convergence-là. Est-ce que, sérieusement, on peut effectivement aller avec ce qu'on vient de citer là, on peut avoir la monnaie en 2020? Disons, c'est pour cela que les chefs d'État demandent d'aller progressivement. Parce qu'il faut prévoir plusieurs scénarios. Il y a le premier scénario qui dit, bon, en 2020, une masse critique donc des pays hors zone UEMOA ne converge pas. Et en ce moment, il n'y a pas écho. Et c'est le franc CFA qui demeure. Ou alors le deuxième scénario, c'est de dire, en 2020, il y a certains pays qui ont pu converger, notamment les pays de la zone franc, Afrique de l'Ouest, qui vont aller vers l'écho. Et ensuite, l'autre scénario, c'est de dire, bon, ben, en 2020, tout le monde y va, même si on ne respecte pas les critères de convergence. Mais en ce moment, la conséquence est claire. Aucune monnaie n'est viable si vous avez des pratiques très différentes en matière d'inflation, en matière donc de déficit budgétaire, en matière donc d'endettement. Donc quand vous voyez par exemple la crise qui a secoué la zone euro tout récemment, c'est parce qu'il n'y avait pas donc cette, je veux dire, cette convergence. Bon, il y a eu la convergence, mais avec la crise, il y a eu des divergences à un moment donné. Donc c'est de dire que la position des chefs d'État d'aller progressivement, elle est très importante pour construire une zone monétaire viable. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est de dire qu'en réalité, vous ne pouvez pas avoir une monnaie viable, partagée entre le Burkina Faso qui importe le pétrole et le Nigeria qui exporte. Ce n'est pas viable. Si vous voulez que ça soit viable... Ça permet au Nigeria, par exemple, d'exporter au Burkina, et que le Burkina ne soit pas obligé d'aller en Corée du Nord. Le Nigeria n'exporte pas le pétrole raffiné, malheureusement. Le Nigeria exporte le pétrole brut. Nous n'avons pas la technologie pour... Si effectivement le Burkina Faso a cette technologie pour raffiner, effectivement, donc le pétrole produit au Nigeria, ça c'est vraiment l'idéal. En ce moment, si le Nigeria a un problème, nous aussi on a un problème. Et en ce moment, si le Nigeria se porte bien, nous aussi on se porte bien. Et puis la monnaie est viable. Mais tant qu'il y a des problèmes, ce qu'on appelle des asymétries. C'est-à-dire, vous avez... je prends un exemple simple. Voilà. Je prends un exemple simple. Oui. Imaginez, nous sommes, vous et moi, dans le même ménage. Nous devrons partager un plat. On doit faire la cuisine chaque jour. Si vous n'aimez pas ce que moi j'aime, comment on peut s'entendre pour que ça marche? Mais au moins, il y a à manger. Mais si moi je ne mange pas, je ne mange pas ça. C'est ça le problème. Dans les préférences, là, c'est pourquoi quand on parle de zone monétaire, il y a un certain nombre de critères. D'abord, il faut naturellement qu'il y ait la mobilité. Et ça, je pense qu'on aurait pu peut-être dire aux uns aux autres qu'on ne décrète pas une monnaie. On doit parler progressivement. Quand on prend la zone euro aujourd'hui, c'est une histoire qui vient donc de 50-60 ans. Il faut d'abord mettre une zone de préférence. Oui, nous sommes là depuis 75. Donc, oui, mais justement, mais nous sommes... Donc, mais on devait mettre en place la zone donc, de préférence. Parce que cette monnaie devait, je l'avais dit en introduction, on voit le jour en 1983. Donc ça fait 36 ans aujourd'hui, ça fait du chemin. Il ne faut pas confondre les déclarations et puis les pratiques. C'est bon que les chefs d'État se retrouvent, ils font des déclarations, on a signé des accords et puis on arrive, on ne fait rien. L'intégration est un puissant moyen de développement. Tant qu'on ne va pas considérer l'intégration économique comme un instrument de développement, l'industrialisation, toutes ces questions-là. Naturellement, si vous êtes intégré, vous avez un marché large, ça permet aux entreprises donc de s'épanouir rapidement et puis vous êtes développé. Alors, docteur Ili, est-ce que en adoptant la monnaie, ça peut même pas aussi obliger les gens à s'intégrer, comme on venait de le dire tout à l'heure? Oui, bien sûr, c'est un facteur d'intégration. Quand vous regardez le traité de la CEDEAO, c'est clairement dit, le stade ultime qu'on recherche, c'est l'union monétaire. Donc, c'est pour parfaire l'intégration économique, commerciale qu'on a déjà commencé. Donc, en ayant une monnaie commune, il est clair que ça va renforcer notre intégration, ça va faciliter les échanges entre nous.
Mais pour revenir sur les critères de convergence, moi je pense effectivement les critères de convergence, c'est très important effectivement pour aller vers la monnaie commune. Mais moi je pense en réalité que ce n'est que le point visible du désaccord, si on peut en parler. Parce qu'en réalité, au fond, on en parle depuis des années, mais en réalité, personne ne se prépare sérieusement pour aller vers cette monnaie-là. C'est ça le problème en réalité. Donc, quand vous regardez aujourd'hui, en dehors justement des critères de convergence que tout le monde ne respecte pas, mais en réalité même ces critères, quoi il a dit, dans l'Union européenne aujourd'hui, beaucoup de ces critères n'est pas respecté par personne. Mais la monnaie existe. Même dans l'UEMOA, beaucoup de gens ont montré qu'en réalité l'UEMOA n'est pas une zone optimale, mais en tout cas la monnaie existe, elle est là. Donc la monnaie, je pense qu'elle est beaucoup plus... La création d'une monnaie est également politique, ce n'est pas simplement économique. Donc, quand vous regardez cette démarche-là de la CEDEAO, jusqu'à présent, vous n'avez aucun texte en réalité qui organise cette union. Il n'y a pas de texte sur l'union monétaire. En dehors, il y a un seul article dans le traité de la CEDEAO qui parle de l'union monétaire. En dehors de là, vous n'avez pas un traité ou un accord qui organise comment cette monnaie va fonctionner. La banque centrale qui va émettre cette monnaie, jusqu'à présent, on n'a aucun statut, on ne sait pas quels sont les... d'une banque fédérale. Voilà. Donc en réalité, 2020, c'est totalement utopique. En réalité, 2020, c'est ce que le président Ouattara a dit. Ça sera simplement le CFA qui peut changer de nom. Et c'est tout. Parce qu'en réalité, sur le terrain, rien concrètement n'est fait. Et ça traduit encore qu'il y a des divergences politiques. Le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Brou, a dit que tout ce qui a été arrêté, les pays feront des efforts. Non, oui, ça a été arrêté depuis 1983, comme vous l'avez dit. C'est ça le problème. Peut-être qu'il n'y avait pas de volonté politique cette fois-ci. Même là, quand vous regardez, il y a un flou qui entoure cette question. Au départ, on nous avait dit que le Nigeria avait posé comme exigence, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on déconnecte avec le trésor français. Oui. Après, on nous dit que le Nigeria a abandonné cette exigence. On ne sait pas contre quoi. Est-ce que c'est nos pays qui ont décidé d'abandonner, de déconnecter, ou bien c'est le Nigeria qui est d'accord pour qu'on connecte, pour que, même s'il y a l'écho, qu'on reste aligné à la France. Ce qui est inimaginable. Je ne pense pas que le Nigeria va être dans une monnaie et où il y a la France. Ça fait environ 70%. Voilà, donc il y a encore beaucoup de zones, donc beaucoup de flou politique qui touchent en toute cette question que moi je... Le professeur... je voudrais ajouter que, effectivement, comme on l'a dit, vous l'avez même dit, effectivement, c'est en 83 qu'on a pensé à cette monnaie, mais entre 83 et 99, rien n'a été fait. Rien, alors là, pas du tout, et c'est à partir de 99 qu'on a dit qu'on va faire une sorte d'approche accélérée, ce qu'ils appellent le fast track. Et après, non, encore, il y a eu une léthargie, et je crois que c'est en 2017 là que au Niger, effectivement, du président nigérien, que réellement on a essayé de mettre la pression aussi, la pression de le mouvement panafricain. Effectivement, ça je pense que c'est un aspect très important, parce que bon, en réalité, la question monétaire était quand même un tabou dans notre zone, et du fait que il y a effectivement toute cette pression que le mouvement citoyen en fait s'est mis en branle, et ça fait qu'effectivement tout le monde en parle, y compris les chefs d'État, y compris même le régulateur commence à parler. Peut-être mal à l'aise de se voir tous les jours, surtout que le voisin italien est rentré dans la danse. On a parlé, tout à fait. Tout à fait. Et je crois qu'effectivement, la question des critères de convergence, c'est vrai. C'est essentiel et c'est très important, et comme il a dit. Hein, mais au-delà de ça, il y a quand même, bon, quand on dit qu'on va en 2020, il y a quand même des choses qui doivent être mises en place. Hein, tout comme il a dit, il faut déjà des banques centrales qui existent. On dit qu'on veut une banque fédérale. L'UEMOA, les autres pays ont leur banque centrale. Soit. Il suffit juste de... Mais pour l'instant, il faut les textes. Il faut un traité qui... fusionner les banques centrales. Déjà, on n'a même pas encore... On a même des difficultés déjà de choisir les figurines, ce qui doit figurer. Ça sera adopté à Ouagadougou au mois de septembre, donc ça sera réglé. Vous êtes très optimiste. Hein? Je ne fais que dire ce qui existe dans le communiqué final de la rencontre du Nigeria. Oui. Pour restituer les faits, il y aura un programme pluriannuel de convergence qui sera présenté en octobre, de 2020 à 2024. Donc, en tout cas, il y a la volonté politique. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Je crois quand même que oui, contrairement à ce que vous dites aussi, je crois que l'ancien président de la commission du mois lui-même a montré qu'en fait, il n'y a pas, pendant un certain temps, rien n'a été fait.
Mais il y avait une feuille de route qui avait été élaborée et qui n'a jamais été suivie jusque ces dernières années-là. La crainte qu'on a actuellement, c'est de dire qu'effectivement, bon, c'est très bien si tout ce qui a été dit et énuméré arrive à se faire. Mais à mon humble avis, je pense actuellement, là, on devrait être en train, si on veut vraiment que ce soit en 2020, on devrait être en train de discuter d'une charte ou d'un traité qui est déjà élaboré, qu'on essaie de le peaufiner, de peaufiner ce traité-là. Si actuellement, ça ne l'est pas, oui, mais bon, ils vont travailler là-dessus. Et quand est-ce que les chefs d'État, et quand est-ce que ça va être discuté de façon approfondie et pouvoir être adopté avant 2020? 2020, c'est il y aura un rendez-vous en septembre, il y aura un autre rendez-vous en octobre. 2020, c'est dans 6 mois. Oui, mais dans 6 mois, tout peut arriver. On espère. Non, on espère aussi. On espère tout simplement qu'effectivement, si on arrive à faire tout ça d'ici fin décembre, je crois que chapeau, et ce serait une bonne chose. Nous sommes tous... oui, vous avez tout à fait raison. Nous avons tous espoir, quoi qu'on dise. Il est évident que, autant que nous indiquons qu'il y a peut-être des inconvénients dans cette monnaie-là, mais l'un dans l'autre, au final, nous serons gagnants dans le processus. Au final, je pense que nous serons gagnants dans le processus en déjà nous déconnectant en fait de la monnaie, comme il est dit, et en étant adulte, comme il est dit, et en étant plus responsable, et en gérant ouvertement et plus clairement nos économies. Et je crois que ça, on va peut-être trébucher, mais à la fin, on sera quand même des économies très fortes et nous serons Je prends la balle au bon, justement. Alors, vous dites on sera adulte, on sera plus responsable. Est-ce pour autant qu'avec cette monnaie, on peut désormais décoller économiquement, et puis aussi, est-ce que cette monnaie peut avoir un impact sur le développement à proprement parler? La monnaie, professeur Diarra, c'est un lubrifiant. Ce n'est pas le fondement. Ce n'est pas parce que vous allez changer d'unité de compte ou de moyen de paiement, cela suffit donc à créer des unités industrielles. Le développement, c'est beaucoup plus réel. J'étais en train de vous dire que ce sont des étapes. Il disait que dans la zone euro, les critères de convergence ne sont pas souvent respectés, mais ça marche. Pourquoi? Parce que déjà, regardez le volume des échanges entre ces États membres de l'Union et de la zone euro. Déjà, ils sont à 60-70% des échanges entre eux. Mais nous sommes à 15%. Donc si vous n'avez pas le réel, et puis vous attendez donc à avoir de l'instabilité monétaire, ça vient jouer négativement sur votre capacité même à créer le réel. C'est pourquoi les présidents sont, surtout les présidents de la zone France, sont un peu sceptiques, parce que tout simplement, on risque donc, en passant donc à la flexibilité, on risque de créer une instabilité qui peut peut-être entraver même nos efforts. Maintenant, l'autre élément que je veux mentionner, c'est qu'il faut faire très attention dans les déclarations. Quand vous prenez les accords de coopération monétaire avec la France, il y a ce qu'on appelle le compte d'opération. Naturellement, si nous évoluons vers l'ECO avec les pays seulement de l'UEMOA, cet accord, c'est-à-dire rien que cet article-là peut être revu pour dire que désormais, les accords de coopération monétaire entre les banques centrales donc, de la zone franc et puis les trésors français, on peut dénoncer ces accords. Voilà, donc ça c'est déjà, quand les gens parlent de se libérer, c'est se libérer par rapport à quoi? À la France. Comment? On est en train de vous dire qu'en réalité... Parce qu'on peut quand même dire tout, mais le CFA reste dans l'imagination des gens, c'est pourquoi je dis, dans la tête des gens, une monnaie coloniale. Voilà, si c'est le symbole et l'idéologie, naturellement, quand nous allons passer à l'éco, le franc CFA, le cycle n'existera plus. Maintenant, moi, ce qui m'importe, c'est que l'éco va nous permettre donc de dire que nos réserves de change ne seront pas centralisées au trésor français pour garantir la convertibilité. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons une centralisation donc de nos réserves. C'est-à-dire quand vous faites des exportations, vous avez donc des dollars, des euros, ce qui vous permet donc d'acheter d'ailleurs là. Ça, on centralise ça déjà à la BCEAO. Ensuite, il y a une partie donc qui doit être transférée donc au trésor français pour garantir la convertibilité. C'est cet accord-là peut-être qui pourra être
rompu. Et donc, si c'est tout ce qu'il y a comme fonds de réserve. Mais en ce moment, ce n'est pas forcément ça. Puisque si vous n'êtes pas le trésor français, vous serez obligé d'être avec une autre banque. Tant que la monnaie sera flexible, on n'a plus besoin naturellement, à long terme, effectivement, si vous êtes en situation d'échange flexible, naturellement, vous n'avez plus besoin d'assurer une certaine convertibilité, mais le coût à payer, c'est l'instabilité. Alors là, il y aura débat parce que M. Traoré qui est là, lui, il estime qu'à travers justement cette monnaie, il faut que les entreprises se bougent, que les États se bougent aussi. Ça peut être un tremplin. Nécessairement, parce qu'il faut qu'à terme, nos entreprises arrivent à fabriquer ce qu'on importe d'ailleurs. C'est qu'on part chercher en Chine, c'est qu'on part chercher à Dubaï, que nos entreprises arrivent à les fabriquer, soit de moitié, soit en totalité. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que les chefs d'État ont signé, c'est l'engagement ou le lancement d'un processus. À partir de 2020, ils ont même déjà pris des dispositions que moi j'apprécie. Les banques nationales sont obligées de passer d'un capital social de 10 milliards à 50 milliards minimum. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les banques se rachètent. Il y a des banques qui sont en vente. Ensuite, on oblige les compagnies d'assurance de passer de 1,5 milliard de capital social à 5 milliards pour pouvoir supporter l'économie à un moment donné. On crée la caisse de consignation et de dépôt, la banque des banques. On crée l'assurance santé universelle qui est un peu comme la CNSS, mais plus grosse que la CNSS. Et ensuite, on a créé la banque agricole pour vraiment soutenir nos politiques. C'est au niveau du Burkina. C'est au niveau du Burkina, mais c'est les mêmes mesures qui sont prises. Et ce que j'ai dit par rapport au capital social, c'est l'UEMOA. Ce n'est pas seulement l'Afrique, chose au Burkina. Donc ces dispositions qui sont déjà prises sur le terrain viennent converger avec les accords de libre-échange, de l'espace de libre-échange. Justement sur le projet de développement, c'est peut-être la question, docteur Ili. Oui, moi je pense que la monnaie, elle peut servir, si elle est bien gérée, si cette monnaie commune est bien gérée, elle peut vraiment booster le développement. Puisque comme on l'a dit, c'est vrai que nos échanges sont faibles pour l'instant, mais cette monnaie-là va quand même renforcer nos échanges avec les autres pays qui utilisent les autres monnaies, même si elle seule ne suffira pas, mais il y aura quand même un minimum de renforcement de nos échanges avec les autres pays, puisque de toute façon, il n'y aura plus de problèmes d'échange, etc. Donc, si la monnaie est bien gérée, comme également c'est un outil de politique économique, si elle est bien gérée, elle peut venir en appui au développement, puisque à partir du moment où on sera déconnecté et autres, on aura une capacité beaucoup plus large, une liberté d'utiliser cet outil-là dans la mesure que nous voulons, mais avec beaucoup de charges, puisque ça peut entraîner d'autres effets. Et donc, de ce point de vue, ça a des avantages, mais il faut effectivement aussi ne pas tomber dans l'autre extrême, ou surtout par rapport aux activistes anti-CFA, de penser que dès qu'on quitte le CFA, on sera développé. Parce qu'en réalité, ça aussi, c'est une illusion. En réalité, si vous regardez les autres pays, là, dans la CEDEAO, il n'y a que voilà, les 8 pays qui ont une monnaie commune. Les autres pays, ils ont leur monnaie. Mais en réalité, il n'y a aucun pays développé au niveau de la CEDEAO, y compris le Nigeria. Pas de pays développé, même en Afrique. Tous les autres pays, il n'y a que 15 pays qui utilisent le CFA. Mais on a quand même l'impression que les pays qui n'utilisent pas... oui, mais c'est la même misère partout. C'est quelques nuances. Sinon, si vous allez au Nigeria, vous allez au Ghana, vous avez des taudis, l'Afrique, c'est plus ou moins la même chose. Il y a des taudis en France, aux États-Unis. C'est différent. Ouais. C'est différent. Là-bas, au moins, le taux de pauvreté est assez faible. La majorité des gens ont le minimum pour vivre. Donc, mais chez nous, en Afrique, c'est la majorité encore partout. Je voudrais quand même ajouter à ce qu'il a dit par rapport à la question donc, de faire effectivement de se déconnecter de la France. Il faut dire qu'avant de vous laisser poursuivre, qu'on est à l'heure de l'émission et que les téléspectateurs peuvent nous appeler au 25 40 79 03 pour nous poser des questions, et puis les experts qui sont là vont... puis les chercheurs qui sont là aussi vont répondre à vos questions. Je voudrais tout simplement dire qu'en fait, c'est vrai qu'on va avoir une politique monétaire, enfin la liberté, comme la flexibilité de pouvoir conduire une politique monétaire, mais il faut dire aussi que c'est une politique monétaire commune. Et il faut reconnaître aussi que dans ces conditions-là, le Niger, c'est
pratiquement la politique monétaire du Nigeria qu'on va faire. Hein, parce que oui, parce que le Nigeria étant voilà, le pays dominant et représentant presque en fait la moitié plus de la moitié du PIB. Donc ça fait qu'effectivement peut-être qu'on peut penser qu'on quitte une domination pour une autre. Mais bon, je vais dire qu'à ce niveau-là, on aura la domination est entre Africains. Non, mais entre Africains, elle sera encore plus en tout état de cause. On saurait comment effectivement gérer ce type de domination, parce que bon, je me dis quand même qu'elle sera peut-être moins contraignante que ce que nous subissons actuellement. Vous le pensez aussi? Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. Et de tout ce qu'on a dit, ce n'est pas les chefs d'État qui décident, c'est l'économie vraiment qui décide. Et pour que l'économie décide, il faut que les acteurs économiques eux-mêmes soient suffisamment responsables. Et il a pris le cas du Nigeria. Si le Nigeria aujourd'hui faisait le raffinage du carburant, des hydrocarbures, on mettra très peu d'argent dehors. Et ça va booster nos économies et ça va booster nos entreprises parce que pratiquement toutes les entreprises utilisent de l'énergie. Et c'est à ça que la monnaie doit nous conduire. C'est comme si on a mis en place un moule et vous êtes obligé de passer par le moule. Mais comme c'est brutal, on dit allons doucement, progressivement. Mais quand vous regardez l'environnement, ils sont enseignants, ils forment aujourd'hui des bacs plus 5, des bons techniciens qui sont là, qu'il va falloir commencer à utiliser. Et c'est ceux-là, avec leur expertise, qui vont permettre à l'économie de bouger. D'accord. Alors, il dit quelque chose d'important. Est-ce que, finalement, en ayant cette monnaie commune, il prend l'exemple des hydrocarbures notamment, on a un marché de 350 millions d'habitants. Est-ce que ça n'oblige pas les autres, les investisseurs en tout cas, à venir à se dire oui, on a 350 millions et donc on peut investir dans cet espace-là parce que désormais il n'y a plus de barrières? Oui, naturellement, c'est un des effets donc, positifs de la monnaie unique. Encore faut-il comprendre les concepts monnaie commune, monnaie unique, ça ne peut pas dire la même chose. Si on passe effectivement à la monnaie unique, l'effet, c'est l'effet taille de marché, c'est pour dire quoi? C'est-à-dire si vous avez 350 millions de consommateurs, ce n'est pas la même chose que si vous avez 12 millions. Mais encore, je vais préciser une chose, ce n'est pas la monnaie qui est en œuvre. Déjà, nous avons ça, puisque nous avons signé... Je vais vous arrêter parce que nous avons un téléspectateur qui nous appelle de loin. Monsieur Joseph Bidiga qui nous appelle de N'Djamena. Bonsoir. Je vais vous demander de vous éloigner de votre poste récepteur pour éviter les sifflements. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, c'est-à-dire votre appareil, votre télévision? Parce que je suis un peu loin, mais je vais me déplacer. Ok. Voilà, oui, vous entendez, allez-y. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui. Oui, je disais que je suis votre émission depuis N'Djamena. D'accord, allez-y. Et j'ai deux petites préoccupations. D'accord. La première, par rapport à la position du Nigeria, du Ghana et de la Gambie qui ont des monnaies différentes du CFA. Alors, j'ai lu sur le net, on a dit que ces trois pays d'abord s'abstenaient pour voir qu'est-ce que ça allait donner avant de s'engager. Alors, quand j'ai écouté tout à l'heure, apparemment, ce n'est pas ce que les spécialistes ont dit. Alors, je veux comprendre ce que c'est. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à la parité. Toujours sur un article, j'ai compris qu'on a dit 1 euro égale 1200 euros, égale 655 francs CFA. Et on a mis point d'interrogation. Alors, j'ai été vraiment inquiet et je l'ai souhaité vraiment comme une bonne discussion. C'est vrai que le téléphone commence à se dégrader, donc si vous pouvez... D'accord. Je suis quelque chose à peu près de 6 Vraiment, merci beaucoup et bon Merci beaucoup de nous avoir appelé de N'Djamena au Tchad. Alors, monsieur, je crois que
il dit que le Nigeria, la Gambie et le Ghana sont toujours hésitants. Ce n'est pas ce que le communiqué de Abuja dit. Le communiqué d'Abuja dit que tous les pays sont d'accord pour aller à l'ECO. Maintenant, ce sera graduel, ça ne sera pas tous en 2020. Voilà. Votre réaction, la parole, là, qui veut la prendre? Oui. Si j'ai bien compris, en fait, il parle de la monnaie, en fait, qui soit différente. Dit que le Nigeria, la Gambie et le Ghana attendent de voir avant de s'engager. D'accord. Ici, en réalité, c'est pas. Il y a des conditions qui sont claires. Et les conditions, pour citer par exemple celles que tout le monde connaît, c'est les fameux critères de convergence. Donc, si j'ai décrit également des différents scénarios, donc si naturellement en 2020, tous les 15 pays donc, de la zone CEDEAO convergent, y compris ceux qu'il a cités, mais naturellement on peut aller donc à la monnaie. Maintenant, il faut avoir donc un certain nombre donc, de pratiques pour pouvoir augmenter, je veux dire, les bénéfices donc, de cette monnaie. Maintenant, si en 2020, il y a le Nigeria qui converge et le Ghana aussi, bon, on crée la monnaie unique, CEDEAO, l'ECO, et les autres qui n'ont pas convergé vont venir progressivement. C'est comme ça la zone euro s'est construite. Voilà. Alors, docteur Ili. Donc, oui, bon, dire que le Nigeria attend de voir, si le Nigeria, si ces pays-là attendent de voir, il faut dire qu'il n'y aura pas d'écho. Parce qu'en réalité, écho sans ces pays-là, sans le Nigeria, sans le Ghana, non, ces pays, en réalité, au départ, on avait divisé les pays en deux groupes. Voilà, il y avait les pays qui ont leur... Voilà. Les autres pays devaient travailler ensemble, arriver à s'unir. Bon, les pays de l'UOMOA étaient déjà unis, et plus tard pour qu'on fasse la fusion. Mais de leur côté, ça n'a pas marché. Mais je ne crois pas qu'ils sont dans l'attente de voir. Peut-être, bon, mais en réalité... Dans le communiqué, on va voilà, dans le communiqué, il est clair, tout le monde est d'accord. Voilà, mais il est clair que sur le terrain, 2020, ça va être difficile que tout le monde, même si les critères sont respectés, comme on l'a dit, jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses qui manquent, qui font que 2020, ça sera très difficile que tout le monde puisse y aller. Alors, la deuxième question sur la parité. Il dit qu'il est inquiet parce que, en fait, aujourd'hui, c'est que sa question est la bienvenue, ça permet aussi de répondre à plusieurs personnes à la fois. C'est que, ce qu'on disait tout à l'heure, rien n'a changé, en fait. Si on doit rester avec cette parité qui fait 655 par rapport à l'euro, c'est qu'on n'a pas évolué d'un iota. Oui, vas-y. À la limite, la parité qu'il donne 1200, et puis je ne sais pas où ils ont eu cette... Non, il a parlé de 650. Non, il a parlé de 1200. Mais en fait, c'est sur Internet. Voilà, j'ai vu, donc ça, c'est des trucs que les gens ont fabriqués. Voilà, donc... Ça n'a pas de sens. Où nous parlons. La seule chose qu'on sait, c'est que si ce sont les pays de l'UOMOA qui commencent en 2020, on restera sur une parité arrimée à l'euro qui fera les 655 comme d'habitude. Sinon, tant qu'il y aura la flexibilité, on ne sait pas à l'heure actuelle combien coûtera l'euro. Exactement. Voilà. Donc, merci, c'est l'euro à 650 écos, 655,957 écos. En réalité, évidemment, par rapport donc à l'euro, rien n'aura changé. Mais je précise une fois de plus, ce que les gens dénoncent, et peut-être qu'ils n'arrivent pas à bien exprimer la chose, c'est le fait qu'il y ait un transfert donc, des réserves de change vers les trésors français. Et je dis, si en 2020, même si ce n'est que les 8 pays de l'UEMOA qui vont vers l'éco, et qu'on arrive donc à se défaire de cette coopération, c'est déjà une avancée. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand nous suivons, tous les débats tournent autour de ce compte d'opération. Donc si en 2020 on arrive à s'en défaire, bon, peut-être c'est ça la solution. On n'a pas répondu clairement à la question, est-ce qu'on va quitter... C'est ça le problème, puisque le président Ouattara n'a pas dit clairement que même si c'est seulement les pays de l'UOMOA, est-ce qu'on va dénoncer les accords avec la France, il ne l'a pas dit. Malheureusement, les experts du ministère de l'économie qui devaient nous donner cette réponse ne sont pas là. On va prendre une autre question. Monsieur Arba Bandé de Dédougo, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous demander aussi de vous éloigner de votre poste récepteur, l'occasion pour vous de dire tout ce qui est...
Je suis là, je suis contrôlé, depuis loin. Ok, allez-y. Voilà, j'avais une première question. Oui. Par rapport à tout ça. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je dis, c'est par rapport à tout ça. On vous écoute. Voilà, je voulais parler des experts là. Oui, est-ce qu'on peut avoir les critères, si on peut avoir les critères pour fixer les taux de change en termes de monnaie? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est que je disais que quand on les écoute là, c'est que je pense que dans le processus pour aller vers l'écho là, il n'y a pas eu il n'y a pas eu une forte implication des populations à la base. C'est ce que je disais parce que bon, c'est un coup comme ça, que les chefs d'État sont réunis et immédiatement on nous parle d'écho. Même l'Union, ils sont remis ça en cause. Bon, on ne sait pas comment ça s'est passé pour qu'ils aboutissent à écho. Ça c'est ma deuxième question. Ma troisième question, c'est par rapport à... Je dirais que ça c'est une proposition. Je dis ben c'est mieux d'aller et que c'est déjà une prise de conscience pour en tout cas les pays. Et que je voudrais quand même que nous développons en nous-mêmes cet esprit d'innovation. Parce que je sais qu'il y a un expert qui a parlé du pétrole but au Nigeria et que si le Burkina avait une raffinerie. Il faut avoir une raffinerie, il faut que les jeunes burkinabés arrivent à innover. Donc il faut développer la technologie pour que nous arrivions effectivement à inventer et pouvoir fabriquer et pouvoir transformer les produits sur place. Ça c'est maintenant ma quatrième avec quelle préoccupation. Oui, la dernière. Bon, moi ça c'est par rapport à Simon Gomo lui-même. Bon, parce qu'il y a des gens qui sont intégrés de Ouagadougou et qui peuvent souvent effectivement apporter leur contribution à ce type de débat. Bon, mais souvent, c'est même quand vous voulez savoir comment vous, le choix de vos panélistes, lorsque vous avez de tels débats, est-ce que vous aurez, c'est ouvert ou bien bon, vous voulez savoir comment vous faites le choix de vos éléments pour venir participer au tribunal et puis discuter de ces questions. Voilà, donc bon, il y a, pour le moment, c'est que j'ai comme préoccupation. Si vous êtes intéressé par l'émission Controverse, vous pouvez laisser votre numéro à Draman Guéné qui s'occupe de la réception des téléphones et nous allons vous rappeler plus tard. Alors, en attendant, nous allons répondre à ces trois questions puisque la quatrième est un commentaire. Le critère pour fixer les taux d'échange. Disons que déjà, lorsque vous regardez le processus, c'est normal que actuellement les gens soient inquiets et puis on dit c'est comme si au regard de l'actualité on est en train donc de précipiter les choses. C'est un travail technique. Il va devoir falloir définir donc stabiliser d'abord les taux d'échange entre le franc CFA et puis les autres monnaies. Et souvent même on dit qu'il faut mettre en place une monnaie commune d'abord, avant d'aller vers la monnaie unique. Quand vous prenez l'histoire de la zone euro, effectivement l'écu a été mis en place il y a une dizaine d'années pour d'abord stabiliser donc les taux d'échange entre les différentes monnaies et après à partir de ça on connaît la valeur, comme ce qu'on appelle techniquement la valeur d'équilibre des taux d'échange et on fixe maintenant la nouvelle monnaie, on va fixer donc le taux de change par rapport donc le franc CFA aura une parité par rapport à l'éco, le franc guinéen aura une parité par rapport à l'éco, ainsi de suite, et c'est à travers tout ça on va avoir maintenant la monnaie unique. Mais si tout ça n'est pas fait, la définition donc des parités nationales entre les monnaies nationales et puis la future monnaie, c'est en question. Rien n'a été dit. Mais ce que je veux dire, lorsque la monnaie commune ou unique est mal négociée, c'est-à-dire la valeur n'est pas bien fixée, par exemple les petits pays comme le Burkina Faso vont souffrir. Parce que c'est comme si vous serez devant une monnaie surévaluée. Donc c'est très important et là pour une question très pertinente, il faut qu'on sache comment on va passer donc, c'est-à-dire le rapport entre la monnaie nationale et cette future monnaie, ce qui n'a pas été dit. Docteur Eli. Oui, mais je pense également que cette question comporte comment la valeur de cette monnaie par rapport également aux grandes devises. Oui, oui. Voilà. Bon, comment cela sera fixé? Bon, ça, je pense que ça également c'est une question importante qui jusqu'à présent n'a pas encore été tranchée. Et il va falloir trouver effectivement des critères et un taux de départ
puisque si la monnaie sera flottante, il est clair, même si on dit aujourd'hui que $1 égale à 500 échos comme point de départ, et comme on sera dans un système flottant, ça peut monter comme ça peut descendre. Et ça peut descendre, tout dépend. Donc, il y aura effectivement un taux de départ qui sera fixé, mais il est clair que ce taux va baisser ou descendre. Parce que si je vous donne un exemple, lorsque le Naira a été instauré au Nigeria dans les années 70, au départ, on avait fixé $1 égale à 2 Naira. Mais aujourd'hui, $1 vaut 360 Naira. Donc, vous voyez, on est parti d'$1 égale à 2 à $1 égale à 360. Donc, la dépréciation, voilà, en fonction de la santé et de l'économie du Nigeria, a baissé. Donc, ça peut être également comme ça. On peut fixer un taux bien au départ, mais après, tout dépend des conditions. Ça peut chuter ou comme ça peut monter, mais je pense que ça peut aller beaucoup plus vers la chute, comme nos pays sont fragiles, ça peut baisser. Professeur, on va passer à la deuxième question. Il parle de l'application des populations à la base. Oui, c'est vrai qu'on a dit ici que d'une façon ou d'une autre, il y a quand même eu des mouvements citoyens qui ont vraiment suscité le débat autour de ces questions-là, surtout dans notre zone. Hein. Mais il faut aussi dire qu'en fait, les questions monétaires, ce n'est quand même pas des questions, comme il a dit, c'est vraiment technique. Hein. Et c'est quand même des techniciens qui sont assis, qui ont discuté, qui ont pu trouver, en fait, qui ont fait des propositions concrètes. Il est difficile dans ces conditions-là, quand on rentre vraiment dans les sphères de la technicité, d'impliquer les populations à la base. Maintenant, si le problème, c'est l'appellation... Peut-être, voilà, est-ce qu'il faut décrocher, est-ce qu'il faut, voilà, une monnaie flexible, est-ce que expliquer les conséquences oui, aussi. Bon, on peut expliquer ça aux populations, sans plus. Mais on ne peut pas leur demander l'avis des populations pour pouvoir décider s'il faut faire une monnaie, s'il faut faire un taux de change flexible. Peut-être faire un référendum pour adopter je pense pas qu'on puisse arriver à cela, ça sera un peu... Mais c'est arrivé en Europe. Oui, bien sûr. En Suède, la population a rejeté. Oui, mais bon, voilà ce que ça donne. Et puis bon, mais par contre, bon, la question donc de l'appellation, je pense qu'il y avait trois, enfin, je pense Eco, Afri et puis Cola, non, je crois bien. Mais bon, et ça aussi, je ne sais pas d'où c'est venu, mais en tout ce qui est certain, ça doit être issu de concertation, forcément, qui ont été proposées. Depuis que la CEDEAO a pensé à une monnaie commune, c'était ECO qui était choisi depuis... N'oubliez pas qu'on a mandaté nos chefs d'État. Oui, qui ont réfléchi. Il représente les... il représente la population, c'est vrai en plus, oui. Mais je pense que les populations, bon, ça dépend, puisque même en Europe, il y a dans beaucoup de pays où les populations se sont plaintes après. Hein. Si vous prenez l'Italie, même la Grèce, il y a des populations qui se sont plaintes par rapport à l'euro. Si les populations avaient été effectivement associées, c'est pas sûr, effectivement. Alors, nous allons prendre Pascal Traoré qui nous appelle de Bobo. Bonsoir. Simon Bongo. Alors, merci pour ce qui nous renseigne beaucoup. J'avais deux questions. Ok, j'avais deux questions à poser. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ok, donc j'avais deux questions à poser. La première question, c'est la nature de la Banque centrale. Donc dans les différents écrits, on voit deux fois, on dit Banque centrale fédérale, où il y a une autre forme qui existe. Alors, est-ce que les experts sur la table peuvent nous éclairer clairement sur ces deux formes de Banque centrale? Et surtout, mon inquiétude ici, est-ce qu'il y aura une forme peut-être fédérale qui sera telle que si on ne s'entend pas, entre-temps, bon, chacun peut quitter et puis aller sur sa monnaie initiale. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, en fait, c'est, à mon sens, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une volonté d'aller vers l'union monétaire. Parce qu'au niveau de la CEDEAO, il y a une agence ou un institut spécialisé, donc qui devait créer une monnaie unique pour les trois pays, ou encore pour ceux qui ne sont pas dans l'UEMOA. Et c'est ensuite qu'on devrait donc virer ensemble, enfin on devrait se réunir pour créer la monnaie unique. Mais cet institut ou cette agence a été créée, mais jusqu'aujourd'hui, ces pays en question n'ont pas pu mettre en place leur monnaie commune. Donc je me pose bien la question, est-ce que jusqu'à présent, ce n'est pas une question, bon, je veux dire, un peu de répondre plutôt justement aux activistes. Et puis voilà, ce n'est pas vraiment une question sérieuse qui verra le jour en tout cas en 2020. Voici donc mes deux préoccupations. Merci. Merci, M. Traoré. Messieurs, la nature de la banque,
Banque centrale, Banque fédérale, effectivement, on a parlé de Banque fédérale. À un moment donné, on a même vu qu'il y a deux types de banques, donc une qui serait installée à Abidjan et l'autre au Nigeria pour les anglo-saxons, en tout cas les pays qui ne sont pas dans l'UEMOA, donc il y a ce méli-mélo-là. Mais expliquez-nous clairement, quand on parle de Banque fédérale, ça voudrait dire quoi? Quand nous prenons les modèles qui existent, vous prenez, quand on dit on part à la monnaie unique, cela ne veut pas dire que les agences nationales de la Banque centrale sont supprimées. Donc vous avez une agence fédérale, dans le cadre de notre union monétaire, c'est comme ça. Vous avez l'agence centrale et puis vous avez des banques, des agences nationales. Donc, dans le cadre de la zone euro, également vous avez la Banque de France qui existe. Seulement, ce n'est plus le franc français qui est géré. Donc, comme la monnaie doit être en connexion directe avec la réalité, naturellement, les banques centrales au niveau national vont exister. Donc, il ne s'agit pas donc de dire, bon, désormais, l'agence nationale donc, qui est au Burkina Faso sera supprimée. Ça, c'est pas comme ça. Alors, l'autre élément, même quand vous prenez les États-Unis, c'est la réserve fédérale. Donc, il ne faut pas d'emblée dire, voilà, avec la monnaie unique, on va supprimer la banque centrale. L'autre élément, par contre, qu'il faut regarder, c'est les statuts. C'est-à-dire la banque centrale donc, fédérale, si on peut l'appeler ainsi, ou aussi c'est le modèle de la zone UEMOA, quel sera son statut par rapport donc, aux politiques? L'indépendance de la banque centrale, ça doit être une priorité. Autrement dit, il ne faut pas qu'un chef d'État puisse appeler le banquier central pour dire qu'il faut faire ça. Donc, si quelque chose doit se décider, c'est lors donc des sommets des chefs d'État et de gouvernement, ça se décide sur la base donc, des recommandations du comité de la politique monétaire. Donc ça, ce sont des principes qui doivent être clairs. Ensuite, quel sera l'objectif de cette banque centrale? Est-ce qu'il va falloir cibler donc à réduire les prix ou est-ce qu'il faut regarder côté activité? Mais comme je l'ai dit, et dans une union monétaire, la Banque centrale n'aura pas ce mandat-là de regarder l'activité des uns et des autres, puisque si d'aventure donc vous ne vous ressemblez pas, donc la Banque centrale va se contenter donc de regarder ce qui concerne tout le monde. Ça, c'est un fait. D'accord. Je pense qu'effectivement la Banque fédérale, comme on l'a dit, hein, c'est plutôt... Moi, je pense plutôt au modèle américain, hein, où effectivement vous avez la Fed qui est là, et ensuite chaque État en fait, a sa banque centrale locale mais qui travaille quand même sous... En fait, bon, la politique monétaire globale, par exemple, est définie hein, par cette banque fédérale. Et maintenant, les autres exécutent. Et aussi, on a des activités qui tiennent compte, en fait, de leur réalité elle-même. Et je crois que c'est peut-être là qu'il faut y aller, quoi. Mais la deuxième question, est-ce que finalement, c'est pas Dr Ili pour répondre beaucoup plus aux activistes que les États se sont précipités quand on sait que effectivement dès le départ c'était plutôt aux 7 pays qui ne sont pas dans l'UEMOA de créer quelque chose pour que les deux entités puissent converger, alors que là c'est redevenu le contraire. Bon, pour répondre aux activistes, je ne le pense pas parce que bon, puisque c'était pas une monnaie, ce n'est pas une monnaie de CFA, c'est pas une monnaie de l'UEMOA, c'est une monnaie de la CEDEAO, et dans la CEDEAO il y en a qui utilisent d'autres monnaies que le CFA et ils n'ont pas de problème avec les activistes. Donc si les 15 pays se mettent ensemble pour dire qu'ils vont créer une monnaie, de prime abord, ce n'est pas pour répondre aux activistes. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour les activistes, puisqu'ils ne veulent pas du franc CFA. Le meilleur moyen aujourd'hui, c'est de soutenir cette monnaie-là pour qu'elle arrive. Puisque si cette monnaie arrive... Qui sont réservés, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains qui disent, bon, à partir du moment où on ne sait pas, parce que le problème avec les activistes, c'est le décrochage du trésor français. Mais je vous dis que, ils ne savent pas exactement est-ce que ça sera décroché ou pas. Les informations qui existent, le Nigeria ne va pas être dans une monnaie absolument où les Français vont siéger dans le conseil d'administration ou bien déposer une partie des réserves obligatoirement en France. Je pense que le Nigeria ne va jamais accepter cela. Ça, à moins que ça peut arriver, on ne sait jamais, les politiciens peuvent changer. Mais je pense que si ces pays-là, les pays, puisqu'ils sont habitués à cette indépendance depuis les années 60, absolument. Pourquoi ils vont aller s'aliéner
d'autant plus que c'est décrié notre modèle. Même si leur modèle également n'est pas exempt de critiques. Mais je vais dire que le meilleur moyen pour se débarrasser rapidement du franc CFA, c'est de soutenir l'éco. Si l'éco arrive, sinon vous n'allez jamais convaincre nos chefs d'État de se décrocher de la France. Ça serait très difficile demain. Alors nous avons un téléspectateur qui nous appelle de Sabou, je n'ai pas bien retenu le nom. Bonsoir. 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 On vous entend faiblement, mais allez-y. Bonsoir, M. Gongo. Oui, nous vous écoutons. Je me nomme Nicolas Issa. J'appelle du Sabou. Oui, allez-y. On vous entend très faiblement dans la salle. Ah bon? Merci. Mais maintenant, ça va? Oui, ça va, allez-y. Je vous remercie pour vraiment ce qui fait. L'émission est la bienvenue, quoi. D'accord, merci Et beaucoup. voilà, moi, je ne sais pas une question. Je voulais donner mon point de vue par rapport à l'écho là. Oui, sauf qu'on ne vous entend vraiment pas dans la salle et on va laisser la régie gérer un peu la question technique et puis on va vous revenir, s'il vous plaît. Alors, oui, on a du mal à entendre, comme vous le constatez, donc je suppose que c'est la même chose pour les téléspectateurs. Alors, il a L'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Bon, l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest était mise en place dans la perspective donc, de la stratégie à 2 États. Comme nous, dans la zone UEMOA, nous avons déjà la monnaie unique aux 8 pays, on disait aux 7 autres pays, donc de la zone CEDEAO hors UEMOA, de converger, créer donc une monnaie commune donc à 7, après on fusionne les deux. Et c'est même la stratégie donc, de l'Union africaine. Hein. Quand vous prenez, vous avez 5 zones d'intégration et on préconise effectivement que chaque zone évolue vers l'union monétaire, c'est-à-dire avoir la monnaie, avant qu'on puisse former la monnaie unique africaine. Puisque c'est plus facile de réunir 5 groupes que de réunir donc 54 micro-États. Donc l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest l'objectif était effectivement de fédérer donc ces 7 autres pays qui ne sont pas dans l'UEMOA et à terme on pouvait fusionner les deux monnaies. Mais ça n'a pas marché. Donc vous voyez que même hormis ce qui se passe au niveau de l'UEMOA, c'est-à-dire les pays qui sont hors zone UEMOA même ne sont pas, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, n'expriment pas une volonté forte d'intégration entre eux-mêmes d'abord. Ouais. Alors, nous allons prendre Moustapha Ouedraogo qui nous appelle de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour la tenue de cette émission. Moi, j'avais quelques critiques point de vue par rapport à cette nouvelle monnaie. Nous vous écoutons. Il ne faut pas se voiler la face, hein, quelles que soient les stratégies qui seront mises en place. Les prédateurs des économies africaines les démorderont, car c'est le combustible même de leur progrès économique. Une petite analyse illustrée. Vous savez, les économies africaines sont caractérisées par un faible marché intérieur, une faible transformation qui crée la valeur ajoutée, des ressources humaines peu qualifiées et une forte détérioration des termes de l'échange. C'est surtout ça. Pour dire donc que une économie est caractérisée est incapable de créer des richesses. Ce qu'on oublie, s'il vous plaît, ce n'est pas la monnaie qui donne la force. Ce qu'on oublie, ce n'est pas la monnaie qui donne la force à l'économie. C'est l'économie qui donne la force à la monnaie. On va demander votre commentaire par rapport à ce qu'il dit. Non, mais il a tout à fait. C'est une très belle description de nos économies. Effectivement, je crois qu'on était en train de le dire ici que nous sommes des économies qui sont plus exportateurs de matières premières et un peu moins de produits finis. Et que nous sommes plus importateurs donc, de produits finis. Et dans ces conditions-là, effectivement, quand vous êtes dans une économie, il n'y a pas de transformation. Il est évident que vous êtes fortement dépendant des autres et du reste du monde.
vrombissement dans la salle. Et là aussi, la question des thèmes, je pense qu'il a vraiment, c'est une très belle description des économies africaines. Et ce que nous devrions faire, et ce que je crois que c'est ce que, en tout cas, toutes nos économies, ou tous nos gouvernants cherchent à faire actuellement, c'est de pouvoir effectivement faire de sorte que nous ayons cette transformation structurelle dans nos pays, faire de sorte que nous soyons plus des pays producteurs et qui transformons chez nous, produisons ce dont on a besoin avec nos matières premières, de sorte que nous importons un peu moins. Et dans ces, bon, en parlant de prédateurs, en tout cas, enfin, je ne sais pas, il y a des prédateurs parce qu'il y a des proies. Et si nous laissons faire proie, les gens les États n'ont pas d'amis. Chacun cherche à... Nous aurions été des prédateurs si on avait la capacité de le faire. Malheureusement, on n'a pas ces capacités, on ne le ferait pas, mais je ne pense pas qu'il faille accuser les gens, en fait. Il faut se battre pour sortir de cette position, en fait, de proie, j'allais dire. On va s'arrêter là. Malheureusement, les conditions ne nous ont pas permis d'écouter les téléspectateurs qui nous ont appelés. Mais ce n'est que partie remise. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous avions en plateau ici le professeur Mamadou Diarra, il est enseignant-chercheur. Avec nous aussi le professeur Idrissa Ouedraogo, lui aussi enseignant-chercheur. Avec nous le docteur Ousseini Ili, enseignant-chercheur également. Nous sommes vraiment gâtés ce soir parce qu'on a pu réunir une masse critique d'enseignants-chercheurs sur ce plateau. Et avec nous, M. Ousmane Traoré, qui est aussi très abondant en réflexion. Et donc, merci à vous tous qui avez appelé, contribué à cette émission. Merci à toute l'équipe technique, toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Je précise, pour ceux qui auront constaté que l'émission était un peu déséquilibrée, que nous avions voulu associer le ministère de l'économie qui s'est rétracté à la dernière minute. Et donc, c'était difficile pour nous d'avoir certains éléments, en tout cas, pour pouvoir apporter beaucoup plus de contenu dans cette émission. Mais ce n'est que partie remise. On imagine qu'on reviendra sur ce débat qui ne fait que commencer. Tout à fait. Et que dans les mois à venir, nous aurons l'occasion, avec beaucoup de détails, de revenir là-dessus. Merci à tous. Et vous avez la dernière édition du journal avec Draman Dadian tout à l'heure.